Merci de rester fidèle à New World Info et bienvenue dans Échange. Pour de nombreux économistes, un pays ne perdait rien à s'ouvrir. Mais la mondialisation n'a pas bonne presse en Afrique. Elle est présentée souvent comme étant responsable de l'exploitation des richesses naturelles et humaines du continent. Qu'en est-il réellement ? On en parle avec le docteur Nukulu Golo. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Merci également pour l'invitation. D'abord, quand on parle de la mondialisation, à quoi peut-on faire référence? Lorsqu'on évoque la question sur la mondialisation, le réflexe nous ramène essentiellement à la globalisation économique. Et cette globalisation économique sous-entend un processus d'ouverture ou bien de connexion des économies nationales à un marché devenu planétaire. Cette mondialisation ou bien ce processus repose essentiellement sur l'interdépendance des relations humaines, la déréglementation, la libéralisation des échanges, c'est-à-dire le passage des biens et services d'une frontière à une autre sans entrave ni obstacle. Il y a également un élément important qui est la délocalisation ou la relocalisation de la production qui est essentiellement menée par les entreprises multinationales qui donc définissent... les petites et moyennes entreprises ne sont pas concernées ou pas? De plus en plus, les petites et moyennes entreprises s'intègrent ou bien s'insèrent dans la mondialisation à travers le terme actuel en vogue qui est la participation ou bien l'insertion aux chaînes de valeur mondiales. Donc, il y a deux façons pour une petite entreprise de s'insérer dans la mondialisation, c'est-à-dire l'entreprise peut exporter directement ses produits ou importer directement ses matières premières. Là, c'est l'insertion directe. Ou bien, l'entreprise, la petite et moyenne entreprise peut s'insérer dans l'économie mondiale à travers les grandes entreprises exportatrices, c'est-à-dire une entreprise qui n'a pas la capacité d'exporter directement sur le marché mondial peut passer par être fournisseuse d'une entreprise, d'une grande entreprise qui est exportatrice. Donc là, c'est l'aspect commerce international. Voilà, donc sur les échanges. Et aussi, dans cette mondialisation, on note une fluidité des capitaux. Il y a le mouvement des capitaux qui est fluide. Et tout ceci a été facilité par le développement des télécommunications. Mais vous parlez tantôt de la fluidité des capitaux. Pourtant, on remarque de plus en plus de la fuite de ces capitaux en Afrique, des flux illicites. Oui, ça participe à la fluidité. En fait, c'est que le capital doit se déplacer d'un pays à un autre sans problème. C'est là la fluidité. Maintenant, si c'est un flux illicite, que ce soit illicite ou bien licite, la mondialisation est caractérisée par quand même une fluidité de ces flux, que ce soit licite ou bien illicite. Abordons toujours l'aspect commerce international. Est-ce que la composition des exportations des pays n'est pas importante? Parce que jusqu'à présent, l'Afrique exporte des produits de base. Voilà. Donc c'est l'une des formes de participation de l'Afrique à la mondialisation. L'Afrique participe. Bon, la place de l'Afrique dans la mondialisation, elle est réduite. Néanmoins, cette place-là est occupée à partir de ses ressources. Il y a les ressources naturelles, les ressources minières qui font que l'Afrique participe tant soit peu à cette mondialisation.
Si on prend les Ça veut ressources dire que comme... l'Afrique n'est pas complètement intégrée? L'Afrique n'est pas complètement intégrée au niveau de la mondialisation. Il y a des penseurs qui évoquent même la difficulté, par exemple, de l'Afrique à pouvoir s'insérer dans la mondialisation. On va en parler tantôt, mais d'abord, je voudrais aussi qu'on parle des échanges d'informations. Est-ce que ces échanges d'informations sont véritablement faits dans le secteur de la mondialisation entre l'Afrique et les autres pays? Oui, aujourd'hui, il y a les échanges d'informations qui, on peut le dire, sont fluides au niveau entre l'Afrique et les autres pays. Et de la technologie aussi, parce que l'Afrique est toujours en retard. Oui, l'Afrique est toujours en retard, certes, sur le plan de la technologie, mais pour pouvoir s'insérer dans la mondialisation, on doit faire des échanges des informations, puisque c'est un élément important qui facilite ou bien qui favorise même la construction du village planétaire à partir de la mondialisation. Aujourd'hui, il y a un individu dans un pays quelconque, que ce soit en Afrique ou bien en Europe ou bien en Asie, peut, à partir des échanges d'informations ou bien de la technologie, suivre ne serait-ce que ses affaires dans un autre pays situé à des milliers de kilomètres de lui. Donc, essentiellement, le développement des technologies de l'information et de la communication ont contribué à la construction de la mondialisation ou bien du village planétaire. Donc, on ne peut plus considérer que l'Afrique est à l'écart du monde. L'Afrique n'est pas à l'écart du monde, on y participe, mais sauf que la participation reste faible. Mais pourquoi l'Afrique ne profite pas alors de la mondialisation? Si on dit que l'Afrique ne participe pas, ne profite pas de la mondialisation, c'est considérer peut-être que la mondialisation c'est un fait ou bien un gâteau qu'il faut partager et que l'Afrique doit avoir une part importante. Mais comme on l'avait souligné au début, la mondialisation c'est un processus. C'est un processus qui est continuel. Ça ne s'est pas arrêté. Donc, on va plutôt parler de l'insertion ou bien la participation de l'Afrique à la mondialisation, pas profiter de la mondialisation. Donc, maintenant, sur ce plan, pourquoi l'Afrique n'arrive pas à s'insérer ou bien à participer pleinement à la mondialisation? On peut souligner sans crainte, en se basant sur des analyses purement historiques, que l'Afrique n'arrive pas à trouver sa place dans la mondialisation parce qu'elle a été dénaturée, déstructurée, si on peut utiliser les termes du professeur Joseph Kizerbo, qui est un historien. Déstructurée comment? C'est-à-dire, la déstructuration dont il parle, c'est faire référence, par exemple, à la traite négrière et aussi à la colonisation. Donc, pour lui, il pense que du fait que les pays africains ont subi la colonisation, ça constitue un handicap pour pouvoir s'insérer ou bien participer pleinement à la mondialisation. Il considère donc que quand on observe le processus de mondialisation, il y a ce qu'il a appelé les mondialisateurs, c'est-à-dire les moteurs et les mondialisés. Mais il y a 60 ans que les États africains ont reçu leur indépendance. Donc, toujours parler de la colonisation qui est un aspect... Est-ce que vous trouvez que c'est aussi bien de le faire comme ça? On ne peut pas occulter cet aspect historique, mais toutes les difficultés de l'Afrique
ne s'explique pas par la colonisation. C'est bien dit qu'il y a environ 60 ans qu'on a les indépendances. Et quand on fait une certaine comparaison entre beaucoup de pays africains dans les années 70-80, leur situation ou bien leur participation à l'économie mondiale ou bien à la mondialisation est tout à fait comparable au cas d'un certain nombre de pays en Asie. Maintenant, 2 décennies ou 3 décennies après, on voit que les pays asiatiques se sont bien insérés dans la mondialisation. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps en Afrique? Oui, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Il y a plusieurs explications. D'abord, si on analyse le modèle de développement suivi par les pays asiatiques, on constate que ces pays ont basé leur développement ou bien leur croissance sur les exportations. Donc, ils se sont ouverts à l'économie mondiale. Étant ouverts à l'économie mondiale, ils ont aussi travaillé sur les questions liées au capital humain, c'est-à-dire la force de travail, tant sur le plan quantitatif, c'est-à-dire le nombre de travailleurs, que sur le plan qualitatif. Et ils ont beaucoup joué sur la qualification de cette main-d'œuvre. Et ça leur a permis, n'étant pas en avance technologiquement, cette qualification de la main-d'œuvre leur a permis de pouvoir adapter et bénéficier d'un transfert de technologie de la part des pays développés. Si on considère le cas de l'Afrique, il y a certes le capital humain en quantité, parce que la population africaine croît assez rapidement, et cette population est aussi relativement jeune, donc pouvait constituer une force de travail. Mais là où il y a un peu de bémol, c'est que la qualification n'est pas effective. La qualification n'est pas effective pour assurer, par exemple, le transfert de technologie ou bien l'adaptation de technologie. Puisqu'on sait que l'Afrique est en retard, il y a un écart technologique entre l'Afrique et les autres pays du monde. Est-ce qu'on peut aussi parler de la fragmentation des économies africaines, cette fragmentation illustrée par la faiblesse du commerce intra-africain à cause de son retard dans la mondialisation? Oui, bon, en fait, à quoi on peut lier, par exemple, la faiblesse des échanges au niveau de l'Afrique? Pourquoi, par exemple, le Togo n'exporte pas suffisamment vers le Burkina? La raison, elle est toute simple. Si on voit toutes les économies, on considère qu'ils ont leurs exportations qui sont basées sur les produits, les matières premières agricoles ou bien les matières premières minières, sans transformation. Donc, ce qui fait que les pays sont obligés d'exporter les ressources naturelles, les matières premières, et d'importer les produits manufacturés. Tant qu'il n'y a pas une certaine adéquation entre les besoins en termes de produits manufacturés et les offres que font les pays africains, il ne peut pas avoir d'échange. Donc c'est ça qui explique en quelque sorte la faiblesse des échanges au niveau des économies africaines. Aujourd'hui, le Mali produit par exemple l'or. L'or malien n'est pas vendu sur le continent africain. L'or est exporté. Et s'il y a le riz, par exemple, à importer, le Mali l'importe également de l'extérieur. Puisqu'il n'y a pas d'économie qui est une structure capable d'importer, par exemple, l'or malien et d'exporter sur le marché malien du riz. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas une certaine adéquation entre l'offre et la demande.
Vous êtes économiste, est-ce que vous n'aurez pas, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas faire des études au préalable pour que ce soit fait, ce commerce intra-africain? Oui, il y a la possibilité d'avoir, de rehausser cet échange, mais que ça ne peut pas se faire si on ne change pas fondamentalement la structure de nos économies. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la transformation structurelle des économies. En quoi consiste cette transformation structurelle? Cette transformation structurelle consiste tout simplement à développer l'agriculture de sorte à rendre cette agriculture beaucoup plus productive, augmenter, disons, la productivité agricole. Il va de soi parce qu'on en a besoin pour assurer la sécurité alimentaire et on en a besoin comme début de transformation. Si on arrive à transformer ces produits agricoles, alors on a commencé par un début de transformation de nos produits. Nous allons revenir juste après le journal sur votre chaîne.